Maryse Burgot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de TVR. Vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous êtes bretonne, brétilienne, bazougaise même. Absolument. C'est comme ça Bazouge qu'on la dit Pérouse. C'est comme ça qu'on dit. Bazougaise, absolument. Vous venez de publier Loin de moi, grand reporter et fille de paysan chez Fayard. Pour éclair, c'est pas Maryse à la ferme. Non. Pas du tout. Ce n'est pas un livre sur votre enfance à Bazouges-la-Pérouse, 1800 habitants à 45 km de Rennes. Je voulais raconter ma vie de grand reporter, parce que moi j'ai ce privilège extraordinaire de faire un métier extraordinaire. Mais je voulais dire aussi que je viens d'un milieu très rural, très agricole, très populaire, et que donc tout est possible. Vous étiez déjà accro à l'actu ou à l'info lorsque vous étiez ado à Bazouges? Accro, sans doute pas, mais je lisais Ouest France, comme mes parents. Il n'y avait pas de livre à la maison, mais il y avait Ouest France tous les matins. Et mes parents lisent encore aujourd'hui religieusement Ouest France tous les jours. Je les ai regardés lire et j'ai commencé à lire moi-même. Et dans ma tête a commencé à germer l'idée que et pourquoi moi j'essaierais pas d'écrire aussi, même si je me l'autorisais pas totalement, parce qu'on s'autorise pas grand-chose quand on vient d'un milieu où il n'y a pas de livre, mais ça a germé petit à petit dans mon esprit. Dans votre carrière, est-ce que vous en avez croisé beaucoup des collègues, des confrères journalistes, filles ou fils d'agriculteurs? Non, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, ça reste. Pourtant, les écoles de journalisme font cet effort d'élargir un petit peu, de faire que leur concours soit moins élitiste, etc. Mais non, j'en ai croisé très peu, quelques-uns, mais très très peu. On fait 50 fois le tour du monde, au moins dans votre livre. Vous racontez les coulisses de centaines de reportages en Afghanistan, en Irak, en Ukraine, d'une épidémie de peste en Inde, au tremblement de terre en Haïti, la campagne électorale d'Obama, les années Hollande, DSK, dans des camps en Syrie jusqu'au conflit israélo-palestinien. Ce métier de reporter de guerre a-t-il changé? Est-il plus risqué aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Oui. Oui, il est beaucoup plus risqué parce que maintenant les journalistes sont des cibles. Il y a eu toute cette période où les journalistes pouvaient être otages, c'est encore le cas d'ailleurs. Et maintenant, il y a cette idée que nous sommes des cibles. On a souvent sur nos gilets pare-balles, c'est écrit presse d'ailleurs, on le voit sur ce livre, mais par exemple en Ukraine, régulièrement, les Russes visent intentionnellement les journalistes. Donc c'est dangereux, très dangereux. Vous êtes une femme extraordinaire, Maryse, puisque vous avez deux colonnes vertébrales. Je sais pas. La colonne vertébrale du Ah oui, travail, absolument. et l'autre, c'est la famille. Oui. Oui, je crois que je ne réussirais pas à faire, non pas que je prétende avoir fait quoi que ce soit d'extraordinaire, je ne dis pas ça du tout, mais je fais parfois des choses difficiles et j'ai toujours dans ma tête que oui, c'est dur, mais j'ai tellement de chance parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, je vais rentrer chez moi dans le confort de ma maison. Donc je peux faire des choses difficiles assez longtemps, j'ai un peu de constance, je peux rester plusieurs semaines dans des endroits compliqués, en guerre, avec côtoyer des gens qui souffrent, et je peux assez rapidement rentrer chez moi et me dire quelle chance j'ai. Et oui, ce sont mes deux colonnes vertébrales, vous avez raison, c'est ça. En filigrane de votre récit, d'ailleurs, vous évoquez très souvent deux garçons, lycéens et étudiants aujourd'hui. Ce sont vos fils. Vous y pensez tout le temps, partout. Tout le temps. Tout le temps, parce que quand je vois un bébé blessé grièvement, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes enfants. Comment je réagirais s'ils étaient blessés comme ça? Quand je vois en Ukraine des jeunes gens de 20 ans amputés des deux jambes parce qu'ils ont combattu et ils sont sautés sur une mine, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes fils. J'en ai un qui a 20 ans. Je me dis, mais quel avenir pour ce jeune garçon? Et quelle chance à mon fils, à moi, d'étudier, d'être dans un pays en paix. Il y a en effet des passages déchirants dans votre livre, des rencontres avec des sinistrés, des familles qui ont tout perdu, des parents qui vendent leurs enfants, des Afghanes complètement effacés à l'arrière des pick-up, des gosses torturés. Il y a peu de moments lumineux dans votre livre, désolé. Mais comment, sur le terrain, on tient grâce à quoi? Aux collègues de galère, les JRI, les fixeurs? Oui, c'est une équipe, la télévision. Et c'est vrai que c'est une force, parce que moi, je pars souvent avec des gens que je connais bien, et donc on partage nos galères. Et d'ailleurs, on décide ensemble. On décide si on avance, si on recule parce que c'est trop dangereux. Et donc, c'est bien le mot propre que vous utilisez là,
là, on galère ensemble. Je ne suis pas toute seule. Et j'ai souvent des fixeurs qui deviennent au fil du temps des vrais soutiens, des vrais amis. Notre fixeur en Ukraine, c'est un magnifique patriote que j'aime beaucoup. C'est mon ami maintenant. Été 2000, aux Philippines, vous avez été otage presque 2 mois dans les griffes d'une organisation terroriste sur l'île de Jolo. J'ai le sentiment que vous évacuez, entre guillemets, cette terrible épreuve traumatique au début du livre. Pourquoi? Pour passer à autre chose? Oui. J'avais même imaginé de ne pas du tout en parler dans mon livre, parce que je déteste cette période. Mais j'essaie de faire un peu d'œuvre de sincérité dans ce livre. Et le journalisme, comme je le pratique moi, c'est dangereux. Et il y a des coups durs. Très clairement, là, on a eu un coup dur. Et moi, j'ai vécu des semaines très compliquées. Je me suis sentie très souvent humiliée. Quand vous êtes otage, vous n'êtes plus tout à fait maître de vous-même. Vous subissez, alors que vous n'avez commis aucun crime. Donc, c'est quand même très, très difficile à vivre. Surtout, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. C'est bien ça le problème de l'otage. C'est que ça peut durer 1 mois, mais aussi 1 an, ou 2, ou 10, ou 20 ans. Et moi, je me suis enfoncée dans un puits de désespoir quand j'étais otage, parce que je pensais que j'allais vieillir dans cette jungle, qu'il ne me libérerait jamais, ou seulement quand je serais très vieille, et que du coup je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Donc oui, c'était une souffrance, mais je l'ai bien domptée, mise dans un coin de ma tête, et ces gens ne m'ont pas brisée et n'ont pas brisé ma carrière. Et à votre libération, et à votre libération, vous êtes venu vous ressourcer en Ille-et-Vilaine. Est-ce que vos proches, votre famille, vous ont demandé d'arrêter aux 4 coins du monde sur des zones à risque? Pas une seule fois. Non. C'était difficile pour eux cette période. On en a parlé une fois et puis après c'était terminé. Ils ne m'ont plus jamais dit de ne plus jamais repartir. Et quand je vais en Ukraine, mes parents ne me disent pas de ne pas y aller. Il y a des chapitres plus légers, si on peut le dire comme ça. Vous avez été correspondante de France Télévisions à l'Élysée sous François Hollande. Et là, vous racontez des coulisses surprenantes. Un jour, vous êtes chez vous avec vos enfants, vous passez l'aspirateur, quelqu'un vous appelle. Qui est-il et pourquoi? Et c'est François Hollande. Parce que François Hollande avait l'habitude d'appeler les journalistes sur leur portable pour leur expliquer parfois certaines mesures qu'il souhaitait prendre et pour être parfaitement clair, dans le souci d'être compris. Alors, je ne dis pas que tous les présidents de la République font ça, mais François Hollande le faisait. Et s'il le faisait avec moi, qui n'était pas super proche de lui, parce que moi, je n'avais pas suivi, j'ai pas suivi sa campagne électorale avant qu'il devienne président de la République. Je suis arrivée, il avait commencé son quinquennat. Mais oui, c'était assez cocasse de voir mon téléphone portable sonner. C'était écrit FH. J'avais les enfants qui étaient petits, qui couraient dans la maison. Tout le monde était en apnée pendant que je parlais. Juste au pour téléphone. Discuter économie, quoi, oui, d'une mesure qu'il allait prendre. Une mesure économique, oui. Absolument. Dingue. Oui, alors François Hollande est quelqu'un qui aime les journalistes. C'était génial pour nous parce que on avait accès à François Hollande assez facilement. Ça lui a joué des tours. Ça s'est retourné contre lui. Ça s'est retourné contre lui. Je pense qu'avec Emmanuel Macron, c'est différent. Je pense qu'il aime moins les journalistes, Monsieur Macron. Vous revenez des États-Unis. Est-ce que vous retournerez dans quelques semaines en Ukraine? Oui. Je souhaite repartir en Ukraine parce qu'il ne faut pas oublier les Ukrainiens et qu'avec l'élection de Donald Trump, le monde est en train de changer un peu quand même, enfin pas qu'un peu. Donc il ne faut pas oublier que les Russes gagnent du terrain dans le Donbass, à la frontière, et que donc il faut que nous, reporters, nous y retournions pour reparler de ce pays, de l'intégrité territoriale des Ukrainiens. Merci beaucoup Maryse Burgot. Loin de chez moi, je vous conseille chaudement de plonger dans ce récit passionnant et humble à la bretonne sur votre parcours inédit de grand reporter et fille de paysans de Bazouges-la-Pérouse. Merci Maryse. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.